Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'ai trouvée sur Reddit et vous allez voir, c'est une histoire assez particulière. Ce genre d'histoire-là, sur la chaîne en tout cas, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une seule main. Pour vous faire un petit résumé très rapide, c'est l'histoire d'une rencontre effrayante, mais pas n'importe laquelle. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, je vous laisse mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram si vous souhaitez que je raconte votre histoire, une histoire personnelle qui vous est arrivée. J'espère maintenant que vous êtes bien installés, et si c'est le cas, on est parti pour découvrir l'histoire de Ashley. Au moment où Ashley raconte son histoire, elle est âgée de 40 ans. Mais ce qui l'a traumatisée, ce qui l'a tourmentée, s'est passé bien plus tôt dans sa jeunesse. Juste après le lycée, au cours des années 2000, elle s'était rendue à l'université de Buffalo. À cette époque, Ashley explique qu'Internet, c'était un petit peu le Far West. J'ai sorti une vidéo ce dimanche sur la véritable histoire des chasseurs de primes. Une vidéo où je vous raconte l'histoire des chasseurs de primes, ces personnes qui traquent les criminels, des tueurs en série parfois, tous ceux qui ont commis des crimes abominables, pour les ramener auprès des autorités compétentes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, je vous mettrai de toute manière le lien dans la description. Ashley nous explique qu'à ce moment-là, Internet n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui, c'était un petit peu le Far West. Il fallait faire beaucoup plus de recherches par rapport à aujourd'hui pour trouver une information précise. Maintenant, on a plutôt accès à tout rapidement. Avant, il fallait vraiment faire des recherches pendant un certain temps. Et justement, Ashley nous dit que justement cette difficulté quand même, malgré cette innovation qui est Internet, d'accéder à certaines informations, eh bien ça faisait le jeu de certains établissements, notamment des universités. Ce qui fait que les étudiants en devenir ou ceux qui étaient déjà présents à l'université ne pouvaient pas vraiment se renseigner sur certaines choses. Concrètement, ce que Ashley veut dire, c'est que les universités pouvaient manipuler certaines statistiques, notamment une en particulier, les statistiques concernant la criminalité. Cette manipulation n'avait qu'un seul but, selon elle attirer les portefeuilles, c'est-à-dire les élèves. Leur but était de ne pas faire peur aux élèves et donc de les faire fuir de leur établissement. Elle a un exemple à nous donner. Alors qu'elle était encore assez indécise sur le parcours scolaire qu'elle allait faire, Ashley, 1 ou 2 mois avant d'intégrer l'université de Buffalo, s'y est rendue pour visiter un peu les lieux. Elle a participé en quelque sorte à une journée porte ouverte. Il y avait des étudiants plus âgés qu'elle qui étaient là, qui faisaient bien sûr l'éloge de l'université. Le but de ce genre d'événement est d'attirer un maximum de personnes. Et à un moment donné, au cours de cette fameuse journée, il y avait une présentation sur la sécurité au sein du campus. Et dans cette présentation, il a été dit que la ville était la ville la plus sûre des États-Unis d'Amérique et que le meurtre le plus récent avait eu lieu il y a 9 ans. C'est-à-dire en 1990, c'était une jeune étudiante, Linda Yalem, qui avait été retrouvée sans vie et l'enquête a montré que c'était dû à une personne tierce au niveau d'une piste cyclable. Cette jeune victime s'était faite attaquer alors qu'elle faisait un jogging sur la fameuse piste cyclable et donc les étudiants, en tout cas ceux qui assuraient la présentation, ont dit que pour éviter le moindre incident, il fallait tout simplement ne pas faire de jogging tout seul. Effectivement, comment on a pu ne pas y penser? Visiblement, le problème n'était pas que quelqu'un de mal intentionné rôde dans les parages. Donc, ceux qui faisaient la présentation sur la sécurité étaient plutôt optimistes, mais ils ont oublié de préciser 2 choses. Et des choses qui auraient pu être retrouvées facilement aujourd'hui sur Internet, mais à l'époque, comme je vous l'ai dit avant, c'était plus compliqué. La première de ces 2 choses, c'est que le tueur de Linda n'a jamais été retrouvé, donc pas identifié et pas arrêté. Et la deuxième chose, c'est que Linda n'était pas la seule victime. Mais tout ça, alors qu'Ashley participait à la journée porte ouverte, elle l'ignorait complètement. Trois ans après l'intégration d'Ashley dans l'université de Buffalo, donc en 2003, notre amie était âgée de 20 ans. Et à cette période-là de sa vie, elle n'allait pas bien du tout, elle était extrêmement déprimée, en pleine lutte avec sa propre identité. Elle s'était rendue compte en fait qu'elle n'était pas attirée par les hommes, mais par les femmes. À ce moment-là, les mœurs étaient bien moins tolérants qu'aujourd'hui, donc les parents d'Ashley avaient énormément de mal avec la sexualité de leur fille. Donc Ashley n'en pouvait plus de vivre dans ce schéma très complexe, a décidé de quitter l'université pour pouvoir quitter aussi le logement où elle vivait avec ses parents. Pendant un temps, elle est allée vivre chez une femme avec qui elle entretenait une relation. Cette femme lui avait promis mondes et merveilles, mais dès le soir
où Ashley a emménagé chez elle, cette femme l'a mise à la porte pour retourner avec son ex. Coup du sort, il se trouve que cette fameuse femme était également une criminelle qui arnaquait des gens. Elle s'en prenait à des personnes vulnérables, comme Ashley à ce moment-là, pour vider leur compte bancaire. Ça, c'est quelque chose que Ashley a appris plus tard, donc au moment où elle a été mise à la porte par cette fameuse femme, elle était détruite. Elle avait besoin d'amour, elle avait besoin de trouver un sentiment d'appartenance. Donc ce qui se passait, c'est qu'Ashley, de temps en temps, revenait vers cette fameuse femme qui l'avait mise à la porte. Des fois, elle pouvait loger chez elle, des fois, elle se faisait remettre à la porte, et Ashley s'accrochait à chaque fois au fait que cette dame lui disait « c'est bon, c'est fini, je peux plus te remettre à la porte, etc. » Ashley était vulnérable à ce moment-là, donc on comprend totalement qu'à chaque fois, elle laisse passer les choses. Et un soir de juillet, encore une fois pour Ashley, tout s'est effondré. Elle s'est rendue dans un bar dédié aux personnes qui étaient homosexuels, qui avaient des attirances pour les personnes du même sexe, un bar à Buffalo qui était vraiment très fréquenté, et elle s'y était rendue parce qu'elle devait retrouver cette fameuse femme qui devait la loger afin qu'ensemble elles puissent discuter de leur relation. Sauf que cette femme est arrivée au fameux bar avec son ex, et une fois sur place, elle a complètement ignoré Ashley. C'est vers 1h du matin, complètement dévastée, qu'Ashley a décidé de quitter le fameux bar en question, alors qu'elle avait plutôt prévu initialement d'y passer la nuit. Elle est partie bien avant la fermeture, et pensant qu'elle allait rentrer avec la personne pour qui elle avait des sentiments, elle n'avait pas prévu un quelconque moyen de transport pour rentrer en sécurité. Mais l'appartement qu'elle occupait en attendant de pouvoir peut-être réemménager avec celle qu'elle aimait n'était qu'à une demi-heure de marche, donc elle s'est dit je vais rentrer chez moi, je vais tenter le coup. Elle marche donc sur le trottoir, le cœur brisé, essayant de ne pas trop penser à ce qu'il s'est passé, complètement dévastée. Elle était en train de marcher face à la circulation, c'est-à-dire qu'elle était du côté du trottoir et elle pouvait voir les voitures directement arriver vers elle. Mais malgré tout cela, elle reste une femme seule qui marche pendant la nuit, et elle se doutait, parce qu'elle était quand même amatrice d'émissions traitant de crimes, que c'était une situation qui malheureusement pouvait être dangereuse pour elle. Le trajet continue, Ashley est environ à mi-chemin quand là elle remarque une voiture d'une couleur verte un peu foncée qui approche vers elle. Ashley remarque qu'au niveau du volant il y a un homme d'âge moyen. Ashley se dit que cet homme est peut-être un Italien, voire même un Portoricain. Et bien que le croisement se soit fait assez rapidement, Ashley a remarqué deux choses. Déjà, cet homme avait les cheveux noirs, mais pire que ça, il avait les yeux extrêmement sombres. Ça semblait presque inhumain. Il n'y avait dans son regard aucune bienveillance. Cet homme, en passant, avait jeté un regard assez lourd sur Ashley, mais Ashley n'en a pas tenu rigueur. Elle avait déjà été embêtée à plusieurs reprises par des hommes. Elle y était malheureusement habituée, donc pour elle, cet homme n'en était qu'un de plus sur la liste. Mais il ne s'est rien passé. L'homme a continué sa route et il a tourné à un moment donné. 2 voire 3 minutes plus tard, l'homme, au volant de sa voiture, est revenu, mais cette fois-ci, il s'est arrêté au niveau d'Ashley. L'homme, une fois arrêté, baisse sa vitre et il dit à Ashley « Hey !» sur un ton assez particulier, et pour Ashley, ce ton lui fait potentiellement comprendre quelque chose. Elle se dit qu'en fait cet homme la prend pour une prostituée. Elle était habillée d'un crop top, elle avait une jupe, elle s'était en soi apprêtée, elle s'était faite jolie, mais pas du tout pour plaire aux hommes, loin de là, vu qu'elle n'était pas intéressée par des hommes. Elle, initialement, si elle s'était apprêtée, c'était pour la femme pour qui elle avait des sentiments, qu'il l'a ignorée. Donc elle est assez furieuse de voir qu'elle a été interpellée de la sorte. Elle ne répond pas, elle jette juste un regard froid à cet homme et elle continue sa route. L'homme reprend la route également, il accélère et de nouveau il se retrouve au niveau d'Ashley. Et là, la jeune femme comprend une chose, elle est en train d'être traquée par cet individu. Rappelons qu'à ce moment-là, les téléphones portables n'étaient pas forcément quelque chose de très courant, Uber n'existait pas, il n'y avait aucun taxi qui était à l'horizon, dans la rue où elle se trouvait, il n'y avait pas de commerce qui était ouvert, et malgré le fait que Ashley était là, ne montrait aucun signe d'intérêt pour cet homme, l'homme continuait à chaque fois de la suivre. Et à chaque fois qu'il arrivait au niveau d'Ashley, il disait « Allez, monte », et à chaque fois il le disait avec un ton de plus en plus agressif. Ashley essayait tant bien que mal de rester à distance, elle avait son cœur qui battait extrêmement rapidement, et à chaque fois que cet homme partait, c'était à chaque fois pour mieux revenir. Ashley était terrorisée de la situation, à chaque fois qu'elle le voyait revenir, elle se disait que là, elle allait être enlevée, et rappelez-vous,
Ashley est quelqu'un qui a tendance à apprécier regarder des émissions concernant des crimes. Et justement, dans une des émissions qu'elle a pu voir, à un moment donné, un intervenant, enfin peu importe, avait donné un conseil. Ce conseil, c'était que quand on se sent en danger, il faut attirer l'attention, se rendre visible, faire du bruit. Donc, Ashley a décidé de mettre ce conseil à l'épreuve. Elle s'est mise au milieu de la route, elle a commencé à agiter les bras dans tous les sens. Elle essayait de faire en sorte que des voitures s'arrêtent, mais malheureusement, aucun véhicule ne voulait s'arrêter pour lui venir en aide. Et justement, voyant que personne ne vient l'aider, ça lui fait penser à une histoire qu'elle a pu voir dans une des émissions, et elle a très peur à ce moment-là de vivre exactement la même chose. Dans la nuit du 13 au 14 mars 1964, aux alentours des 3 heures du matin, Kitty Genovese rentrait du travail au volant de son véhicule, une Fiat rouge. Alors qu'elle avait garé son véhicule et qu'elle le verrouillait pour rentrer chez elle, un homme, Winston Moseley, lui avait déjà garé son véhicule proche d'un arrêt de bus. Il s'est approché lentement du parking où était garé le véhicule de Kitty avec en poche un couteau de chasse. C'est en retirant les clés de sa voiture que Kitty a senti une sensation de malaise. Elle a clairement ressenti la présence de Winston Moseley. Et tout de suite, elle a compris que cet individu représentait un lourd danger. Donc, sans le regarder, Kitty s'est précipitée vers une borne d'urgence qui se trouvait à 30 mètres de là et elle a couru, sans regarder derrière son épaule. Son objectif, appeler la police. Mais Winston Moseley, qui a aperçu la femme commencer à prendre la fuite, a décidé de se mettre à sa poursuite. Il a réussi à la rattraper au niveau d'une petite librairie devant laquelle Kitty a hurlé de toutes ses forces, hurlé pour que quelqu'un lui vienne en aide, en pleine rue. Et sous la lumière d'un lampadaire, Winston Moseley la frappa à 2 reprises à l'aide de son couteau. Malgré la volonté qu'elle avait d'appeler les secours, à cause des coups qui lui auraient été portés, Kitty s'est écroulée sur le sol. Elle était à genoux, dans l'impossibilité de bouger à cause de la douleur. Son seul salut étant d'hurler, c'est ce qu'elle a fait. Moseley se trouvait derrière elle. Alors que le coup fatal allait être porté, une voix d'homme s'est fait entendre. Cette voix, c'était celle de Robert Moser, un habitant qui a entendu les cris de Kitty et qui a vu la scène au loin. Il a vu une jeune femme qui semblait blessée avec un homme derrière elle, donc il a crié « Laissez donc cette femme tranquille ». Les cris de Kitty et le cri de l'homme qui lui est venu en aide de loin a alerté d'autres voisins, donc plusieurs lumières dans les bâtiments se sont allumées et Moseley, prenant peur, a décidé de prendre la fuite. Lui, il est retourné vers sa voiture. Kitty, se pensant sauvée, a décidé de se lever et a commencé à aller vers chez elle afin de se mettre en sécurité. Elle titubait, elle n'allait pas vite, elle avait du mal à marcher, ce qui est normal, elle avait quand même été attaquée au couteau. Et Moseley, lui, de son côté, se disant que son véhicule était probablement un peu trop visible, a décidé de le déplacer. Et justement, pendant la manœuvre de déplacement, il a aperçu sa victime, qui essayait tant bien que mal de se déplacer. Pour cet homme, c'était sûr qu'il pourrait la retrouver facilement. Elle se déplaçait avec une certaine lenteur, et pour lui, il ne restait plus qu'à l'achever. D'ailleurs, un autre point qui le rassure, c'est que malgré le fait que des lumières se soient allumées dans les bâtiments et qu'un voisin ait crié contre lui disant de laisser Kitty tranquille, personne n'est descendu pour aller aider la jeune femme qui avait cruellement besoin d'aide. Donc il se dit que finalement, il pouvait finir ce qu'il avait commencé sans s'inquiéter. Il a juste changé légèrement de tenue vestimentaire, il a remplacé un bonnet par un chapeau et il est ensuite parti à la recherche de sa victime. Moseley a retrouvé Kitty assez rapidement et il s'est remis à l'attaquer. Kitty a réussi à rentrer dans son immeuble, elle se trouvait dans un couloir qui donnait sur plusieurs appartements et pour elle, sachant que le cri d'un homme a permis de la sortir d'une mauvaise situation, elle se dit que les autorités ont été appelées. Mais absolument pas. Kitty s'allonge sur le dos, pensant que la police va arriver. Mais à la place de la police, c'est Winston Moseley qui se montre. Il voit la jeune femme là, sans défense, à l'abri des regards. Et quand Kitty pose les yeux sur la porte, elle voit celui qui lui a fait du mal. Elle se remet donc tout de suite à hurler de toutes ses forces. Moseley fait preuve d'un acharnement sans nom. Il se déchaîne avec violence sur la pauvre femme sans défense. Les cris sont remplacés par des gémissements, puis par le silence. Kitty, sans force, la vie qui dans son corps
ne se débattait même plus, elle ne le pouvait plus. Et malheureusement, son calvaire était encore loin d'être terminé. Mosley s'est ensuite donné à des actes afin d'assouvir ses pulsions. Il a abusé intimement de Kitty, qui était là, gisant sur le sol, presque sans vie. Une fois toute son œuvre sordide réalisée, il a fouillé le sac de la jeune femme, il a pris diverses choses comme de l'argent, des clés, du maquillage, et il est parti. Ce qui est abominable, en plus des événements qui se sont produits, c'est que beaucoup des voisins qui étaient présents ont entendu ce qu'il s'était passé. Un des voisins a ouvert sa porte, un peu curieux, il a entendu les différents bruits, mais plutôt que d'aller voir ce qu'il en est et d'apporter son aide à Kitty, il a pris le soin de fermer sa porte et de la verrouiller. Un autre, ne sachant pas quoi faire, a préféré appeler sa petite amie pour avoir des conseils, et la petite amie en question a dit qu'il ne fallait absolument pas intervenir. Une autre personne a décidé de faire la sourde oreille en augmentant le son de sa télévision pour faire comme s'il n'entendait absolument pas ce qu'il se passait ici, et c'est la voisine de Kitty, Sophie Farrer, qui elle dormait profondément au moment de l'incident. Quand on lui a dit, quand un des voisins l'a appelé pour lui dire c'est bizarre ce qui s'est passé, elle s'est précipitée par contre dans le hall d'entrée de l'immeuble et elle a appelé tout de suite les secours. C'est la seule personne qui a eu le bon sens de faire quelque chose. Les policiers et les ambulances sont arrivés en 5 minutes à peine, mais malheureusement l'agresseur était déjà parti bien loin et Kitty, elle, ne pouvait déjà plus être sauvée. Il y a plein d'autres raisons absurdes qui ont poussé certains voisins à pas intervenir. Il y en a un par exemple qui a dit qu'il faisait trop froid dehors pour sortir. Apparemment rester au chaud est plus important que sauver une vie. Et d'autres ont même dit qu'ils ont suivi l'agression, mais qu'ils ont eu trop peur d'intervenir. Finalement, 6 jours après les faits, Winston Mosley a été arrêté alors qu'il tentait de cambrioler une villa. Et sans aucun remords, sans aucun regret, il a avoué ce qu'il avait fait à Kitty. D'ailleurs, il a dit que Kitty n'était pas sa seule victime. Il avait déjà fait à peu près la même chose à d'autres femmes, dont une mère de 2 enfants, mais aussi une adolescente de 15 ans. Ce qu'il disait, c'est qu'il passait ses nuits dans son véhicule à rechercher une cible potentielle, qu'il ne visait pas du tout un type de personne en particulier, juste quelqu'un qui est seul, et il leur ôtait la vie aussi pour aucune raison. Enfin, aucune raison, sauf une peut-être. C'est qu'il aimait assouvir ses pulsions intimes sur des femmes qui ne pouvaient pas se défendre. Concrètement, il réalisait son fantasme d'avoir des relations avec des personnes qui étaient concrètement sans vie. Il a expliqué aussi qu'à chaque fois qu'il réalisait un crime, après il rentrait chez lui et le lendemain il vivait sa vie comme si rien ne s'était passé, qu'il allait au travail sans se poser la moindre question. Heureusement, cet homme a été condamné à perpétuité. Vous vous demandez peut-être pourquoi Ashley a pensé à cette histoire et pourquoi donc je vous l'ai racontée. La raison est simple, elle se dit qu'en fait, elle va vivre potentiellement le même genre d'histoire. Rappelez-vous, quand on a laissé Ashley, elle était au milieu de la route en train d'essayer de se faire remarquer pour que des véhicules s'arrêtent, sauf que personne ne lui portait la moindre attention. Donc pour Ashley, elle va se faire enlever, attaquer, voire pire, devant les yeux de tout le monde, de toutes ces personnes qui, par le simple fait de s'arrêter, pourrait la sortir d'une très mauvaise situation. Mais heureusement, la stratégie d'Ashley fonctionne. Un van s'arrête suite à l'interpellation au grand geste d'Ashley. À l'intérieur, il y avait 4 hommes. Ça pourrait être quelque chose qui effraie, mais là, cette fois-ci, Ashley avec eux se sent en sécurité. Elle explique aux hommes qu'il y a un autre individu dans une voiture qui la suit, et donc en fait, ce qu'elle demande, c'est si ces hommes peuvent la ramener ailleurs. Et alors ils ont eu un comportement assez déplacé, ils disent d'accord, mais est-ce que tu as de l'argent? Elle en avait pas. Est-ce que tu as des cigarettes? Heureusement elle en avait, elle avait acheté un paquet juste avant d'aller dans le fameux bar au début de soirée, et donc en échange de cigarettes, les hommes ont accepté de l'accompagner. Mais si elle n'avait rien à proposer, ces hommes l'auraient probablement laissée là, dans cette situation extrêmement compliquée pour elle. Elle est donc montée dans le van en tremblant, et c'est là que la voiture verte de l'individu, la voiture qui l'a traumatisée, est arrivée, confirmant donc aussi toute son histoire. Elle a revu une dernière fois en passant à côté le regard de l'individu qui était au volant, un regard qui, comme elle le décrit, était rempli de haine. Un regard que jamais elle n'a oublié. Le van dans lequel elle était entrée l'a ramenée chez elle, avec un itinéraire détourné pour s'assurer qu'il n'était pas suivi. Et c'est une fois arrivée chez elle qu'Ashley a pu se sentir en sécurité, après avoir bien sûr verrouillé
chacune des portes. L'adrénaline avait quitté son corps, maintenant c'était une sorte de peur panique qui l'habitait. Elle s'est couchée à plat ventre sur le sol comme si elle ne cherchait pas à être vue par qui que ce soit à l'extérieur au travers des fenêtres. Elle a appelé la police, a raconté sa soirée dans les détails et elle a précisé que l'individu qui l'avait profondément marqué rôdait peut-être près du bar où elle était à la recherche de personnes vulnérables. Elle pense cela parce qu'elle-même l'était. Quand elle a quitté le bar, elle était très fragile, rappelez-vous, elle venait concrètement de voir la personne qu'elle aimait venir avec son ex alors qu'elle devait parler en soi de leur relation. Et elle se dit que, concrètement, étant une femme déboussolée qui marchait seule dans la nuit, eh bien cet homme l'a vue comme une cible facile. Cette histoire pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas le cas. Quatre ans plus tard, donc en 2007, Ashley, qui allait beaucoup mieux, s'est installée à Chicago. Elle avait réussi à retrouver l'amour, donc elle s'était installée avec sa copine de l'époque, et la ville où elle vivait avant, eh bien, lui manquait un petit peu, elle était un peu nostalgique. Donc un matin d'hiver, au cours de l'année 2007, elle a décidé de regarder un petit peu les actualités concernant la ville où elle avait vécu, la ville de Buffalo. Et alors qu'elle parcourait les différentes actualités, un titre l'a interpellée. Elle est tombée sur un article qui indiquait qu'un homme avait été arrêté. Un homme qui était connu pour avoir abusé intimement de plusieurs personnes. Et tout ça, ça allume une lanterne dans la tête d'Ashley. Elle avait déjà entendu le nom qu'on lui donnait, elle en avait déjà entendu parler, peut-être à la télévision ou peu importe, et elle sait que c'est un homme qui avait sévi pendant des décennies avant d'être retrouvé. Cet homme, c'était Artemio Sanchez, quelqu'un surnommé comme Tonton Al dans son quartier, qui avait une apparence plutôt ordinaire. Il était coach de sport pour des enfants, et cet homme, qui semblait donc porter un masque pour le grand public, cachait un lourd secret. Il avait réalisé entre 9 et 15 abus intimes, et il avait assassiné également 3 personnes, dont une dont le nom est familier, Linda Yalel. Si vous ne rappelez pas à ce moment de la vidéo qui c'est, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, au tout début de l'histoire, quand Ashley s'est rendue dans l'université qu'elle comptait fréquenter, on lui a fait toute une présentation sur la sécurité, et on lui avait dit qu'il y avait eu un meurtre 9 ans avant qu'elle intègre les bancs de cette université, et ce meurtre c'était celui de cette fameuse Linda Yalel. Et le meurtrier était donc ce fameux Artemio Sanchez. Mais encore une fois, la situation empire. En voyant la photo de l'homme, Ashley a un électrochoc. Elle n'a jamais oublié la personne qui l'avait traumatisée pendant cette fameuse nuit à Buffalo. Et maintenant, elle le revoit ici, dans l'article qu'elle consulte, et elle se rend compte qu'en fait, il y avait un tueur en série qui voulait la faire monter dans sa voiture. Elle reconnaît ce même regard, ses yeux sombres, remplis de haine. Ses yeux de prédateur. Ashley en est sûre, elle a failli tomber dans les griffes de ce tueur en série et elle reste persuadée que si le van ne s'était pas arrêté pour la ramener, son nom aurait été probablement à ajouter à la liste des victimes de ce tueur. Artemio Sanchez a plaidé coupable par rapport aux charges dont il était accusé et il a été condamné à 75 ans de prison. Une peine qui assure Ashley qu'elle ne risque pas de le revoir, mis à part quand son décès en prison sera annoncé. Mesdames et messieurs, on en a fini pour cette histoire, une histoire assez bouleversante, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. En tout cas, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici à KenTV pour me suivre et aussi m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée si jamais vous en avez l'envie bien sûr pour que je la raconte derrière sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Ken. Salut!